On revient avec nos invités Russ Donkovi, activiste panafricain, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union, Germain Poli, également journaliste, directeur de publication de Togo Réveil, direction le Mali. 3 ressortissants européens suspectés de terrorisme ont été interpellés dans le centre du Mali lors d'opérations menées contre les djihadistes, a annoncé mardi soir l'armée malienne. Le détachement FAMA, Forces armées maliennes de Diabali, a procédé à l'interpellation le 10 avril 2022 de 5 suspects, dont 3 ressortissants européens, affirme le communiqué. Alors, Eric Johnson, on parle de 3 ressortissants européens. De quelle nationalité précisément? Allemande. On a parlé des Allemands. Ouais, ils sont allemands et je crois qu'ils ont été déjà libérés. Libérés, oui. Ce qui est évident, c'est qu'ils ont été pris dans une zone, on les a amenés à Bamako pour les écouter et après on les a libérés. Et donc c'est une situation qu'il faut quand même lier aux relations que le Mali entretient aujourd'hui avec les pays européens. Et donc, ça craint parce que, vous savez, qu'on le veuille ou non, on a toujours besoin de ces coopérants-là pour développer certaines activités chez nous, enfin, sur le continent, je veux dire. Et donc, ces messieurs-là, selon les explications qu'on a données après, font partie d'un projet et eux, on leur a demandé, comme les autres, de partir. Ils ont refusé. Ils sont restés au Mali pour continuer quand même les activités de leur ONG. Et donc, ils ont été pris tout simplement parce que dans cette zone-là, les djihadistes continuent par mener des actions et c'est au quotidien. Et donc, c'est tout à fait logique que lorsque les forces armées maliennes arrivent là, qu'ils interpellent des gens, mais dans quelle posture les forces armées maliennes ont vu ces Allemands-là avant de les prendre? Là, c'est des questions que moi je me posais. Alors, est-ce qu'ils étaient proches des terroristes? Est-ce qu'ils avaient des gens qui étaient soupçonnés de djihadisme à leur côté? Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, parce que c'était très rapidement, l'information est remontée et on avait pris ça comme, excusez-moi le terme, un trophée de guerre. On avait penser que que c'est des gens qui nourrissaient les terroristes et donc qu'on a pris, etc. Et donc, je crois que on doit faire extrêmement attention parce que les relations militaires sur le terrain qui ne sont plus de bonnes relations entre le Mali et ses anciens partenaires, mais les relations sur le plan humanitaire, il faut quand même les préserver. Parce que, quoi qu'on dise, ces gens-là ne sont pas là uniquement pour d'autres activités à part l'humanitaire. Alors, Horace Donkovi, Eric Johnson l'a dit, les relations entre le Mali et ses partenaires européens, surtout les relations militaires, sont très compliquées ces derniers moments. On a parlé même des relations avec l'Allemagne sur le plan militaire. Est-ce que, selon vous, l'interpellation de ces 3 Allemands ne risque pas de compliquer une fois de plus ces relations? Non, mais le problème, c'est pas que ça complique des relations ou pas. Le problème, c'est une question de logique. Est-ce que si ces ressortissants, ce qu'on a attrapé, étaient en Iran, étaient en Ukraine, étaient en Chine, même aux États-Unis, même en France, est-ce qu'on les aurait relâchés? Mais non, pas du tout. Parce qu'il s'agit d'une zone de guerre. Une zone de guerre avec des pertes de vies humaines. On vous a donné une consigne, elle a été claire, on vous a demandé d'évacuer la zone. C'est pas compliqué, on vous a demandé d'évacuer la zone, c'est une zone de guerre. Nous y perdons des hommes. Chaque jour,
vous avez des troupes maliennes qui sont attaquées, des pertes de vies humaines, des familles endeuillées. Vous dites, vous ne quittez pas la zone parce que vous avez une ONG. Il n'y a pas de logique. Il ne vous appartient même pas de refuser de sortir de la zone. Parce que vous êtes des ressortissants, l'État est censé être garante de votre sécurité, et si vous refusez d'obtempérer, l'État est en mesure de se poser la question de savoir qu'est-ce que vous faites dans cette zone. Ouais. Je vais donner un autre exemple. S'il s'avère que vous avez des médecins, et que, ces médecins soignent les terroristes. On dit terroristes, mais en réalité, ce sont des assassins, ce sont des bandits. Et on vient brûler des villages, on vient tuer des femmes, des enfants. Et que vous dites que oui, votre ONG, elle soigne. Ok, donc elle soigne les terroristes. Mais l'État malien est en mesure de vous accuser de complicité avec ces terroristes. Ces terroristes-là, ces hommes armés, jusqu'à présent, on n'a pas de documents qui nous expliquent comment ils font pour avoir la logistique qu'ils ont, qu'ils font pour avoir les renseignements qu'ils ont. Et on n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à effectuer les raids et les embuscades. On n'arrive pas à comprendre. Il y a un exemple qui est tout à fait, d'ailleurs, dont la presse a discuté, c'est l'échange des prisonniers à une époque au Mali, où on va échanger contre tout un ensemble de terroristes, quelques ressortissants européens. On fait cet échange-là. Les libérés, les terroristes libérés se retrouvent dans la nature. Les ressortissants repartent chez eux. Et la dame même dit elle revient au Mali dans la même zone. Donc à un moment, c'est là où parfois après on ne comprend pas la réaction des populations, la réaction citoyenne des populations. Parce qu'à la vérité, le même cas se serait posé en Ukraine. Je ne vois pas le gouvernement ukrainien ou le gouvernement russe relâcher les otages. Le problème s'est déjà posé en Iran, où on a voilà, on dit non, des oui, espions, voilà. On parlait des espions. Voilà, on dit non, oui, un ressortissant est parti. On dit bien que la zone est interdite. Le ressortissant part, il vous dit, il fait du tourisme. Que non, qu'il veut, il est en train de prendre des photos, qu'il est en train de prendre des vidéos. Il n'y a pas de logique. On vous dit que la zone est interdite. Quand les Iraniens vous attrapent, ils ne vous lâchent pas. Qu'importe ce que vous déclarez, ils ne vous lâcheront pas. Vous faites ça en Chine, on ne vous lâchera pas. Vous le faites même aux États-Unis ou dans les pays occidentaux, on ne vous lâchera pas. Si vous allez dans une zone que l'État français dit interdite, on ne vous lâchera pas. Mais là, sous la pression. Pire. Alors il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. On ne vous lâchera pas sous la pression de l'État. Ça veut dire que s'il y a un ressortissant malien qui va dans une zone militaire ou une zone sécuritaire interdite en France, on ne vous lâchera pas sous la pression de l'État malien. On vous lâchera après qu'il y ait des enquêtes effectuées par le gouvernement français qui vous discréditent des accusations qui peuvent vous être attribuées. C'est cela ce qui va se passer. Donc, quand on dit oui par rapport aux relations, non, les relations entre pays, il faut comprendre. Les frictions qu'il y a entre le Mali et l'Europe, oui, il y a des litiges au niveau de la sécurité de la sous-région, des litiges au niveau de l'armée. Je vous ferai remarquer que les sociétés européennes qui investissent dans le minier, qui investissent dans l'économie, qui investissent, dans la logistique et ainsi de suite, n'ont pas quitté le Mali. Elles continuent à être au Mali, elles continuent à faire du bénéfice, à employer des ressortissants maliens. Les Maliens sont toujours dans les pays européens, envoient des sous, passent par des sociétés européennes et ainsi de suite. Donc il faut mettre, lorsque l'on parle de ces litiges-là, il faut mettre une certaine nuance. C'est-à-dire, l'État malien a bien spécifié ce qu'il reproche à la France et à l'Union européenne. L'État malien, la sous-région sahélienne, est en guerre. Donc, il est tout à fait normal que lorsque un État vous dise cette zone-là, elle est dangereuse, il y a des terroristes et ainsi de suite, il est tout à fait normal que cet État puisse vous prendre, vous ramener, vous interroger, faire une enquête. Et les enquêtes, elles prennent du temps. Alors, Germain Pouli,
ils sont relâchés. Cela veut dire qu'on ne leur reproche rien finalement. Oui, c'est ce que ça veut dire, qu'on ne leur reproche rien. Je pense aussi qu'en réalité, s'il n'y avait pas cette crise-là entre le Mali et la France et l'Europe, ce n'aurait pas été un événement qu'on allait autant médiatiser, parce que ce serait des enquêtes routines, on a pris des présumés, on les soupçonne de quelque chose, le temps de faire des enquêtes et de voir qu'il n'y a rien qui tienne, et puis on les libère. Maintenant, nous sommes dans un contexte où le Mali a clairement demandé à l'armée française de quitter, à la force Takuba également européenne de quitter. Donc, on sent quand même qu'il y a un petit rapprochement de ce qui se passe aussi en Centrafrique. Quand on a parlé des coups d'État qui n'étaient pas véritablement des coups d'État, donc vous voyez qu'il y a une fébrilité au niveau de ces armées-là qui veulent couper les ponts avec l'Europe, avec la France essentiellement avec l'Europe. Alors quand on appréhende un Européen, on se dit peut-être qu'il est lié à l'armée, où il est au service de l'armée. Et maintenant, Rush le disait très bien, je pense que c'est là où les Maliens doivent faire attention, parce que les entreprises européennes qui sont au Mali et même américaines continuent à travailler normalement. On ne leur a pas demandé de partir. Et les ONG aussi continuent à travailler. Même quand il y a cette rupture de la coopération par exemple entre la France et le Mali, vous verrez que même sur le plan décentralisé, les mairies en France continuent à travailler avec les mairies au Mali. Et donc des ONG continuent à travailler. Et donc il ne faut pas fragiliser cette coopération-là qui est encore très utile aux populations au nom d'une certaine fébrilité qui est peut-être justifiée parce qu'on est dans un contexte d'insécurité où le Mali essaie de reprendre le contrôle des choses, mais en même temps, et on peut aussi saluer le fait que ça se passe assez vite. On ne les a pas gardés trop longtemps. Donc à partir du moment où il n'y a rien qu'on leur reproche, on les libère. Après, maintenant, s'il y a des zones interdites, il faut aussi que la communication passe. Il faut que les gens sachent véritablement les zones qui sont interdites. Moi, je suis là. Si demain je vais au Mali, je vous avoue que je ne saurais pas où. Là où c'est interdit d'aller. Vous voyez, peut-être si tu je me dis partout. globalement au nord, je me dis j'évite d'y aller. Ouais. Mais il y a des gens qui travaillent, des ONG qui connaissent les populations et qui, même malgré l'insécurité, arrivent à travailler à partir du moment où ils ne sont pas des belligérants, ils ne sont pas mêlés à la guerre. Ils sont autorisés. Hein, c'est vrai qu'il parlait un peu de cela, par exemple des médecins, mais quand vous êtes dans une zone de guerre, vous êtes médecin, peut-être de la Croix-Rouge, de Médecins sans frontières, vous n'allez pas que soigner les blessés du gouvernement, vous allez soigner les autres. C'est obligatoire, parce que votre rôle c'est de sauver des vies. Vous ne faites pas de différence entre les vies. Et on a beau vous reprocher que soit si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas travailler, parce que si vous tombez dans une embuscade, c'est les rebelles qui vous prennent. Ils vous disent vous êtes là pour soigner les militaires, les forces pro-gouvernementales. Quel est leur intérêt de vous laisser en vie? Donc pour leur propre sécurité, je pense qu'ils doivent travailler pour les deux parties. Je pense que c'est la même chose aussi pour les ONG. Et ils ne se mêlent pas du conflit. Ils sont là, ils s'occupent des populations, qu'elles soient pro-gouvernementales ou pro-rebelles. Vous pensez que c'est pour cela elles ne veulent pas quitter les lieux? Oui, je ne sais pas quelle est leur mission dans cette zone, mais en même temps, peut-être qu'elles ne pensent pas véritablement que leur vie est en danger. Et habituellement, c'est le pays d'où ils viennent qui leur disent pliez bagages. Vous avez vu quand la guerre en Ukraine devait arriver, les Américains étaient formels. Ils n'ont pas hésité comme les autres occidentaux, ils ont dit à leurs représentants quittez l'Ukraine. Mais par contre, les autres n'ont pas passé le même message à leurs représentants. On a vu la débandade après quand il fallait sortir du pays. Donc, si les Allemands avaient dit
à leurs représentants des Ressortir. ONG quitter le Mali ou quitter cette zone. Je pense que ça aurait été fait. Ça n'a pas été fait. Maintenant, il faut que l'armée malienne aussi, qui est dans son rôle, hein, de sécuriser le pays, de prendre tout ce qui est suspect à ses yeux. Il faut que l'armée ménager. malienne fasse quoi? Oui, on va que- essayer que- de comprendre juste mais après la ménager, pause, voilà, si vous ce le genre permettez. de relation, parce que tous les Blancs ne sont pas forcément mauvais, tous les Blancs ne sont pas contre la sécurité du Mali. Il y en a qui jouent un rôle social assez précis et faire la part des choses. La petite pause, elle s'impose et on vous retrouve juste après.